nouvelle nationale d'APTN, Québec et l'APNQL se sont réunis pour discuter des services de police des communautés autochtones, mais la réunion a duré seulement 45 minutes. Merci pour votre résilience. Rediffusion du portrait de Joyce Echaquan du triste anniversaire de décès, 1 an déjà. Oui, bonjour. Je suis Chouchane Bacon et je remplace Sylvie Ambroise cette semaine. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et les chefs des communautés ont attendu pendant des mois que le gouvernement du Québec leur accorde une réunion à huis clos pour pouvoir discuter des services de police. Sauf que lorsqu'elle a finalement eu lieu, ils n'ont eu droit qu'à 45 minutes. Un reportage de Lindsay Richardson. This is a dilemma for me and my community. 4 ans se sont écoulés depuis que le grand chef de la Première Nation de Québec a parlé des services de la police à la commission d'enquête vient. As there is no police service in this country or province that can expect 2 officers to work 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days a year. That's unrealistic. Lance Heyman constate aujourd'hui qu'il y a eu de petites améliorations. I now have 4 officers. One is a police, one is the chief of police, and I have 3 non-Indigenous officers who travel into the community and work 1 week on and 1 week off. Le rapport final de la commission révélait que les services de police autochtones sont chroniquement sous-financés. Lance Heyman et d'autres dirigeants avaient de grands espoirs pour la réunion de suivi de la semaine dernière avec le gouvernement du Québec. Malheureusement, elle a été écourtée. I know that the chiefs of Quebec, would very much like to have a second, political meeting and finish the discussion with the minister prior to, moving forward on the engagement of a technical table, which will look at these issues more in depth and, propose and come back to us with, potential solutions. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a dû se retirer des discussions jeudi dernier pour déposer d'urgence un projet de loi sur les manifestations contre la vaccination. Ainsi, la table ronde sur les services de police qui était prévue s'est terminée après seulement 45 minutes. Toutefois, le gouvernement du Québec insiste sur le fait qu'il travaille sur d'autres aspects clés mentionnés dans le rapport de la commission Bien. Those priorities are first of all, education, which is extremely important, talking about youth protection and also the well-being of Indigenous women. Cependant, au cours des derniers mois, les Premières Nations de Ganesé-Dagé et de Long Point ont commencé à réclamer des fonds consacrés aux services de police, invoquant les tensions avec la Sûreté du Québec. On avait fait une demande d'avoir un médiateur. Il nous suggère de nommer un facilitateur. Et de là, c'est dans le but là, de créer un service, un point de service pour commencer avec pour la communauté de Wallonie. Selon le chef de la communauté de Long Point, Steve Mathias, un projet pilote de service de police intercommunautaire pourrait bientôt voir le jour. Mais la barre est dans le camp du gouvernement du Québec. Le gouvernement CAQ, il disait comme quoi que d'avoir une relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, mais ça se traduit comment, ça, dans le dossier de la police, d'abord? C'est ce genre de discussion-là qu'on veut aborder avec le gouvernement, puis qu'on veut clarifier une fois pour toutes, pour qu'on soit capable là, de mieux gouverner, puis de mieux gérer nos affaires dans nos communautés, entre autres comme la sécurité publique. Ghislain Picard, le chef régional de l'APNQL, a ajouté ceci au sujet du dossier des services de police. Il faut vraiment qu'il y ait un financement beaucoup plus permanent et que nos services policiers ne soient pas finalement à la merci d'une entente qui est négociée souvent à la dernière minute et avant même que les fonds soient rendus disponibles. Ça peut nous demander énormément de temps. Le gouvernement national d'APTN a communiqué avec le ministre de la Sécurité publique du Québec pour savoir si le temps perdu serait rattrapé. Ils n'ont pas voulu commenter l'affaire. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les médias sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel.
Une émission d'enquête à Radio-Canada a récemment mis en lumière la stérilisation non consentie des femmes autochtones au Québec. Voici quelques réactions suite au reportage à ce sujet. On sentait comme si on n'était pas à l'écoute. Pour de nombreuses femmes autochtones, des histoires de stérilisation forcée existent depuis des années. En juillet dernier, Nicole Awashish et sa sœur Marcolette ont partagé leur histoire de stérilisation forcée pendant une entrevue pour une autre histoire. Au moment de l'entrevue, Nicole était en attente d'une opération à l'utérus. Le médecin il m'avait dit que j'avais un corps inconnu dans mon corps. Tu sais. C'est à cause des stérilisations des femmes autochtones. Puis j'ai passé là aussi. Là. J'avais 18 ans, imagine. Dans ma césarienne, ils m'ont fait la ligature en même temps. Sans ta permission? Hein? Sans ta permission? Sans ma permission. Il m'a fait signer les papiers, oui. Mais il m'avait dit, ça, c'est juste pour pas que tu tombes enceinte tout de suite, parce que j'avais eu mes 2 enfants. Pas mal, un an de différence. Que c'était dangereux pour moi, pour ma santé, puis le bébé. Pourtant, mes grossesses, ça a bien été. J'ai pas eu de problème, rien. C'était juste que j'ai eu des césariennes. Moi aussi, la même chose. Suite à un nouveau reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada, il apparaît qu'elles ne sont pas les seules. Des appels à l'action proviennent maintenant de la sphère politique. On a vu que certaines histoires datent de 2018. Alors, la stérilisation, ça continue apparemment et apparemment des cas plus récents que ça. Alors, j'ai vraiment dit que c'est inacceptable. Moi, j'étais enragé. Puis j'ai dit, le gouvernement doit commencer d'agir parce qu'on sait, particulièrement des femmes autochtones, ils sont déjà peur d'aller à un hôpital. Alors, d'ajouter un autre niveau de peur et des craintes, c'est pas bon. Puis, il faut agir rapidement. Dans une déclaration écrite, le ministre aux Affaires autochtones du Québec atteste que les témoignages du reportage donnent froid dans le dos. Nous avons agi et il faut continuer dans la sécurisation culturelle. Nous sommes rassurés d'entendre que le président du Collège des médecins rappellera ses membres à l'ordre. Si vous avez subi une stérilisation imposée ou des violences obstétricales, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est à la recherche de participantes qui aimeraient partager leur vécu. La date limite pour participer est le 31 octobre. Vous pouvez communiquer au numéro sans frais ou à l'adresse courriel affichée à l'écran. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Et après la pause, un portrait de Joyce Echaquan, 1 an après son décès. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les Mohawks de Kahnawake ont signé une entente de principe sans précédent avec Hydro-Québec. Ce partenariat servira à alimenter la ville de New York en électricité pour 2025. La convention d'Hydro-Québec avec l'État de New York vaut 20 milliards de dollars sur 25 ans. Les négociations sont en cours entre Kahnawake et Hydro-Québec, puisqu'aucun montant des bénéfices financiers pour Kahnawake n'est établi. De plus, il y a un autre bénéfice pour Kahnawake. La ligne de transmission souterraine sera construite sur les terres de la seigneurie Sault-Saint-Louis. Terre revendiquée et négociée par le Conseil de Kahnawake depuis 2023 auprès du fédéral. There's an acknowledgement and recognition of our historic territory by Hydro-Quebec, as has been done by other utilities in the past as well, in St. Remy by Kruger Energy and so on. But it's more of the partnership and relationship that I think is most beneficial to the community at this point, including the recognition of seniority. Demain marquera le triste anniversaire de la mort de Joyce Echaquan. Plus tôt dans l'année, nous avons fait une compilation des vidéos que Joyce a publiées sur les médias sociaux, montrant un aperçu intime de sa vie. Et demain, nous serons à Joliette pour couvrir la vigile faite en sa mémoire.
Mais pour l'instant, voici une nouvelle fois notre reportage qui montre l'essence de Joyce Echaquan. Si une image vaut 1000 mots, qu'en est-il de la vidéo? Joyce Echaquan a tout filmé. Des choses importantes, des souvenirs à chérir pour toujours. Le reste, pas tellement. Un 18e anniversaire. Bonne fête, sa famille. Ses enfants. Et son mari Carole, qui la faisait toujours rire. L'avocat de la famille Echaquan a accordé à APTN un accès exclusif à ces vidéos pour rappeler au public la vie de Joyce, avant sa vidéo en direct du 28 septembre dernier, avant que tout bascule. Aux conjoints, aux parents, aux enfants, amis de Joyce et à la communauté, merci pour votre courage. Merci pour votre résilience, votre force. Pendant l'enquête du coroner sur le décès de Joyce, qui a pris fin récemment, des experts ont déclaré publiquement que sa mort aurait pu être évitée, que Joyce a été victime du milieu malsain de l'hôpital de Joliette. La vidéo qui montre ces derniers moments a suscité l'indignation de la communauté internationale. Mais selon certains témoignages devant le tribunal, elle était considérée comme dépendante aux stupéfiants, une femme agressive en mauvaise santé, qui avait des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas la femme que sa famille connaissait. Même le jeune fils de Joyce, que l'on aperçoit ici trop timide pour parler dans cette vidéo datant de 2018, ne pouvait pas garder le silence après avoir perdu sa mère. À vos enfants, M. Dubé, il faudra leur raconter que la petite révolution de la réconciliation a débuté grâce à leur maman. Sauf que le fait de se tenir debout a des conséquences. La fille aînée de Joyce a reçu des menaces de mort à la suite de son témoignage. Et bien que des gardes du corps ont été embauchés pour protéger les travailleurs de l'hôpital pendant l'enquête, la famille Echaquan n'a pas reçu un tel soutien. C'est pourquoi des milliers de personnes sont venues de partout au Québec pour participer à une marche à la fin de l'enquête. La peur est encore bien réelle. Quand je regarde ce qui est arrivé, ça me fait vraiment mal. J'ai peur pour nos enfants, j'ai peur pour mes petits-enfants, j'ai peur pour tout. Tantôt, on est rentré dans un restaurant avec ma fille. Là, ils nous regardaient comme si on était des criminels, parce qu'on était habillés comme ça. Puis je demande que le gouvernement reconnaisse qu'il existe le racisme systémique partout, autant chez les hôpitaux, mais dans le système des hôpitaux, puis les centres jeunesse également aussi, chez nos jeunes, partout. Le gouvernement du Québec insiste pour aborder les questions par étapes, mais il refuse de céder aux pressions des Nations unies et d'adopter le principe de Joyce, un plan en matière de santé nommé en l'honneur de la mère des 7 enfants. L'Assemblée nationale adhère au principe de Joyce. Le député du Parti libéral Greg Kelly a défendu ce principe à plusieurs reprises, en obtenant toujours le même résultat. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, M. le Président. Pas de consentement. Malheureusement, encore, il n'y a pas une grande ouverture de le gouvernement d'accepter et adopter le principe de Joyce. Ils sont prêts à mettre tout leur effort, tout le pouvoir en arrière de leur gouvernement pour changer des lois pour une personne. Mais quand on parle des peuples autochtones, quand on réclame la justice pour Joyce, la réponse est de modifier les lois du Québec. La réponse du gouvernement, c'est un grand non. Et pendant ce temps, bien que les politiciens font du surplace,
il y a du mouvement ailleurs. Les dons à la collecte de fonds de la famille sont en hausse. Une pétition réclamant justice pour Joyce contient des centaines de nouvelles signatures. La tempête médiatique tire à sa fin. Mais Carole Dubé explique qu'il n'est pas toujours prêt à parler de Joyce, bien qu'elle soit toujours présente dans son esprit. Il a écrit à son sujet. Et nous avons la permission de la famille de partager ses propos. Tu as été la première qui m'a dit que j'étais beau. Ma meilleure partenaire, ensemble, on a fait tout. Tu es ce que tu étais, souriante et belle. Je le te répétais que tu étais belle. Tu m'as dit que j'étais ton roi, que maintenant j'y crois. Je te dis que tu es belle, tu ne seras jamais seule. Toujours encore je te vois, avec la tendresse de ta voix. Il y aura-t-il un jour ou un soir, un moment de se revoir? Pourquoi dans mes rêves j'ai le droit? Pourquoi pas dans tous les endroits? Je serai à jamais à toi. Joyce, tu m'attends déjà que moi. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Et après la pause, nous rencontrons le chef Ghislain Picard au lendemain des élections fédérales. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue, nous recevons le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, pour recueillir ses impressions sur les résultats électoraux fédéraux et d'autres sujets importants. Le voici. Koué Ino Dumont, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Koué. Première question, quelles sont vos impressions suite aux résultats des élections fédérales? Je ne peux pas dire qu'on soit très, très surpris. On savait déjà que ça allait être une course serrée, au moins entre deux partis. Difficile de prévoir qui allait en sortir gagnant. Donc, évidemment, c'est comme le prouvent les résultats, on se retrouve devant, en quelque sorte, un statu quo. Décevant, par ailleurs, qu'on ait investi autant d'argent dans un processus finalement qui sert uniquement à nous ramener sur l'état des lieux avant l'élection. Pour moi, là, c'est des centaines de millions qui auraient pu facilement aller ailleurs, notamment le logement, l'accès à l'eau potable. C'est extrêmement malheureux là, que ça soit ainsi, mais évidemment, le résultat nous amène aussi à ramener peut-être des enjeux qui ont été laissés en suspens dès l'annonce de l'élection, de la campagne, et ramener des enjeux que nous considérons comme étant prioritaires, notamment le logement, comme je le disais, l'eau potable aussi pour certaines régions, la sécurité publique. En fait, tous les dossiers là, qui nous avaient amenés à une même table avec le gouvernement précédent qui est aussi le nouveau gouvernement élu. Donc, on peut, je le souhaite, s'attendre à ce que les processus reprennent leur cours là, rapidement. L'anniversaire du décès de Joyce Echaquan arrive bientôt. Croyez-vous que la situation ait changé dans les institutions régies par le gouvernement du Québec? Écoutez, c'est évidemment, ça va être une triste commémoration de revenir sur ces événements-là. Il y aura bientôt un an. Et pour nous, ce qu'on met aussi en perspective, c'est le fait que ça va faire un an, le 29 septembre, qu'on a annoncé un plan d'action contre le racisme et la discrimination. Et d'ailleurs, on veut souligner aussi cet anniversaire-là de façon
de façon spéciale dans le sens que, bon, qu'est-ce qui s'est fait depuis un an? Quelle est la place du racisme, de la discrimination dans la vie de tous les jours? Est-ce que les gens considèrent qu'il y a eu des changements depuis un an? Des questions extrêmement importantes. Et en ce qui concerne Joyce, bon, on sait pertinemment qu'il y a eu des changements d'apportée précisément au niveau de Joliette, la gouvernance de l'hôpital, et ça, c'est très certainement de bon augure, mais en même temps, on sait aussi, puis on savait déjà que c'est un travail et un défi de longue haleine. C'est pas du jour au lendemain que les changements vont se faire. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de continuer à insister auprès du gouvernement du Québec pour que, finalement, ce qu'on disait il y a un an, c'est que Joliette n'est pas un cas isolé. Il faut vraiment que tous les gestes, toutes les actions là, soient menées pour s'assurer que le réseau de la santé à l'échelle du Québec soit vraiment soustrait là, de toute situation jugée inacceptable là, et qui émanent de certaines attitudes racistes ou discriminatoires. Donc, c'est aussi notre rôle dans ce cas-ci là, de rappeler le gouvernement sur ses responsabilités. Puis, à propos de la loi C-92 permettant aux Autochtones de gérer leur propre service de protection de la jeunesse, quand vous dites que Québec s'ingère et s'interfère dans les compétences fédérales, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais en fait, ce qu'on dit plutôt, c'est que d'un côté, il y a la loi fédérale C-92 qui reconnaît l'autodétermination et reconnaît aussi l'autonomie de nos communautés, mais aussi la possibilité pour nos communautés de se doter de leurs propres lois. Ce qu'on dit au Québec, qui a signifié depuis 2019 son intention de contester la loi fédérale, c'est que vous vous trompez de cible. Nous, ce qui importe pour nous, c'est vraiment que les communautés soient dotées de tous les pouvoirs pour adopter leurs propres lois. Donc là-dessus, le Québec a choisi la voie des tribunaux. Hein. On était d'ailleurs en audience la semaine dernière. Le Québec s'est présenté devant la Cour d'appel du Québec. On y est allé également de nos propres plaidoiries sur le dossier. Donc, on est extrêmement confiant que la Cour d'appel va reconnaître finalement nos arguments à nous qui disent finalement il y a une loi fédérale qui ne reconnaît notre compétence et il y a un gouvernement du Québec qui ne veut pas aller aussi loin que ça, préférant privilégier plutôt la possibilité pour nos communautés de se prévaloir d'un article de la loi sur la protection de la jeunesse, 37.5, qui est essentiellement reconnaît une certaine capacité pour nos communautés, mais dans le contexte d'un pouvoir délégué par le gouvernement du Québec. Et c'est pas ça qu'on veut. Le Québec va dire, bon, vous allez avoir plus d'autonomie, et ce que nous disons, c'est qu'on va avoir une pleine autonomie. Il y a une grande différence entre ces deux termes-là. Et pour nous, d'ailleurs, à preuve, il y a, si je ne me trompe pas, aux dernières nouvelles, au moins une quinzaine de communautés qui ont déjà signifié au gouvernement fédéral qu'ils entendent débuter les discussions en fonction de ce que prévoit la loi fédérale C-92. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Wenpsich.